Y a-t-il personne qui veut demander une question? Merci beaucoup. Moi, je me demande comment voyez-vous évoluer la discipline ou la méthode de histoire orale du Moyen-Âge au futur ou plus tard? Comment vous voyez l'évolution? Vous donnez des classes de la méthode ou... Bueno, je dois dire que j'écris la thèse il y a 30 ans. Et à ce moment-là, personne n'a continué à travailler sur ça. Bon, il faut dire que ma thèse est publiée en microfiche à travers de mon université. C'est très peu connu, il n'est pas beaucoup connu, mais il y a beaucoup de résistance. Oui. Il y a beaucoup de résistance pour faire en général l'histoire orale, et il y a plus de résistance pour faire l'histoire orale avant le XXe siècle. Et alors, nous devons lutter pour ouvrir l'histoire orale à toutes les époques historiques, pardon. Je suis d'accord avec vous que ce sont surtout des sources judiciaires qui nous aident à faire de l'histoire orale, mais est-ce que vous ne pensez pas que ce sont aussi des sources qui reflètent des situations extraordinaires, parce que le procès, c'est quelque chose qui n'est pas normal à la vie commune. Pas le procès, mais la situation qu'on veut remédier, c'est une situation exceptionnelle, comme cette révolte, ou je pense aussi avec l'autre... Menocchio, sì. Le frilulien, l'italien, là. Ce sont des sources de l'Inquisition, au cas de Menocchio. Mais bien sûr, Menocchio, on ne sait quand même pas si c'était le seul de penser comme il pensait, ou c'était une pensée plus divulguée à l'époque. Bon, dans le cas de Menocchio, je ne sais pas Montreuil aussi, non? Mais pour le procès, c'est assez différent parce qu'ils sont des centres de Menocchios. C'est-à-dire, et alors nous trouvons des attitudes collectives, non? C'est plus facile pour faire la recherche. En tout cas, il y a une différence importante avec l'histoire orale contemporaine. L'histoire orale contemporaine, tu le fais de façon volontaire, par ta volonté, non? C'est pour ça que les personnes, les historiens qui font l'entrevue, ils cherchent une influence sur les témoins, non? Mais dans le cas d'un procès qui a fini il y a longtemps, tout ça, il avait une vertu. Pourquoi? Parce qu'ils sont des témoignages par autre objet différent que les objets de l'historien. C'est, comme on peut dire, un témoignage involontario, en espagnol, involontaire. C'est pourtant plus objectif que la déclaration orale aujourd'hui de quelqu'un qui te va poser des questions et tout ça. Le problème est que si tu retrouves une pensée individuelle ou une pensée collective, c'est pour ça que si tu peux utiliser plusieurs déclarations orales de plusieurs témoins, c'est mieux, non? Parce que
en somme, l'objet de l'historien, c'est collectif toujours, non? C'est toute la société. Bien, il y a beaucoup de procès comme le procès Tavera Fonseca, comme le registre Fournier, ou comme les déclarations de Camisard. Pas seulement autour de révoltes, autour de beaucoup de choses. Par exemple, les informations pour trouver les frontières, les frontières qui sont très normales, poser des questions à témoins anciens pour savoir beaucoup de choses. Ils sont des déclarations orales que l'historien peut profiter pour faire de l'histoire orale. Il y a beaucoup, mais si tu ne le cherches, tu ne le trouves, non? Je ne sais pas comment on peut dire. Tu ne le cherches pas, tu ne le trouves. Si tu ne le cherches pas, tu ne le trouves pas. C'est-à-dire, il faut changer les chips, non? Changer l'approche, non? Et pour changer l'approche, il faut lutter contre le positivisme. Non, je suis d'accord que les témoignages dans ce procès sont plus honnêtes que les témoignages faits par un historien, les entrevues par un historien. Mais c'est la situation même. Moi, j'ai travaillé avec les dossiers de l'Inquisition et on fait aussi quand on les torture, oui, non? Oui. Quand on les torture. Oui, de la torture. Quand on la torture, on fait un rapport. Et le rapport, on n'a pas intervenu. Le greffier n'intervient pas. Il note ce que dit le prisonnier. Alors le témoignage même est plus honnête. Mais la situation est exceptionnelle parce que... Ah non? Bon, oui, c'est ça. Au cas des protestants, par exemple, la majorité n'était pas des protestants. Alors, je sais pas si... Par exemple, cette révolte est une révolte exceptionnelle Qui? La révolte de Rimandini, oui. C'était au XVe siècle en Espagne. Ouais. Ce sont des situations exceptionnelles, non? Ouais, on a des témoignages de l'histoire orale sur des situations exceptionnelles. De ce qui n'est pas normal, de ce qui est normal, on a peut-être moins de témoignages. Alors, si les faits qui provoquent les témoignages est extraordinaire, la mémoire, c'est aussi extraordinaire. Les personnes se rappellent bien, non, de ça, parce que je sais parler de tradition vivante parce que ils sont très choqués pour la révolte. Même ils pensent comme il était très petit, ils pensaient qu'ils ont la même âge que la révolte. C'est-à-dire que si le fait que nous sommes en train de chercher est extraordinaire, c'est plus facile de trouver une mémoire vivante. Et parce que toutes les personnes nous rappelons mieux des faits extraordinaires, non? Il y a des problèmes. Il n'y a pas de problème. Mais s'il y a des pressions, toujours il y a des pressions. L'historien doit étudier aussi les pressions qui existent. Et, si possible, étudier témoignages divers, non, différents, pour pouvoir contraster et tout ça. Mais les sources écrites sont conséquences aussi de beaucoup de pressions. Ainsi même, une source écrite est produite d'une pression de l'élite ou de la classe dirigeante ou de quelqu'un. Toujours il y a des pressions, il faut les étudier et chercher l'équilibre. Dans le cas Tavera Fonseca, le procès c'est un procès arbitral, il y a une compensation entre les pressions. En autre
cas de révolte, non, parce que les témoignages, ils sont dans un contexte terrible de pression et l'historien doit rendre compte de ça. Non? Simplement, c'est un donné plus pour obtenir finalement des conclusions. C'est-à-dire, il y a une ou pas, une impression. En tout cas, nous sommes données exceptionnelles en si-même, en lui-même. Non? Les témoignages oraux jusqu'à aujourd'hui, presque non utilisés pour l'histoire ancienne, médiévale, des temps modernes et contemporains, au moins pour le 19e siècle. Tu avais une question, Camille? Merci. Professeur, je vous remercie pour votre présentation parce que je trouvais très intéressant et ça m'a fait d'ouvrir les yeux. Mais j'ai une petite question que vous posez. Vous parliez des révoltes irlandines et vous voyez ça comme une mémoire iconique peut-être parce que, par exemple, en utilisant la méthodologie de l'histoire orale, vous croyez qu'on peut reconstruire une mémoire collective en fait, que peut-être on peut bien comprendre comme les historiens aujourd'hui. Est-ce que ça c'est possible quand même? Ah oui, les titres ont dit ça. Est-il possible, mais c'est un problème de modestie, on dit. De modestie. Parce que je crois que vraiment est possible de faire une histoire orale pour quelconque époque historique. Par exemple, dans les sources narratives de l'ancienneté, des temps anciens, non? De l'époque romane ou grecque, tout ça, il y a beaucoup d'interpolation, d'interpoler des témoignages oraux dans les classiques, il faut les profiter. Par exemple, j'ai fait dans ma thèse de doctorat une étude sur les attitudes des témoins, non? Grâce à que j'ai appliqué la méthode de l'histoire orale, parce que tu ne peux pas faire une étude d'attitude comme on fait aujourd'hui la psychologie sociale si tu n'as fait pas de témoignages oraux. Avant, tu dois décider. Ils sont des témoignages oraux? Oui. Et alors, je peux faire beaucoup de choses très différentes qu'est-ce que les choses que les historiens ont fait jusqu'à aujourd'hui pour travailler avec des sources écrites. Ben, je suppose que même dans les lettres parce que Camille travaille sur une dame de noblesse. Margarita de la Laine. D'une famille noble, mais surtout sur la correspondance. Non? La correspondance, les lettres. Oui. Il y a les lettres, ils sont des sources écrites, bien. Beaucoup de personnes, si dans le moment d'écrire une lettre, écrivent comme parlent, de la même façon qu'ils parlent. N'est pas la même chose écrire une lettre qu'écrire un document notarial ou quelque chose. Et c'est très. L'autographe aussi. Mon père, il a fait son autographie. Autobiographie. Il a écrit en galicien. Il était un travailleur de la construction navale. Il a écrit. Et il a écrit. Jamais il avait écrit rien. Non. Et alors, il y a écrit. Comme il parlait.
Tu comprends? Et alors, et les historiens de l'oralité d'aujourd'hui, ils disent l'histoire de vie, l'histoire de vie, de la vie, l'histoire de la vie. Qu'est-ce que c'est? C'est une histoire écrite ou c'est une histoire orale? Les deux choses. Il y a beaucoup d'oralité dans la manière d'écrire une histoire de vie, surtout si l'auteur est populaire. Une personne qui n'a pas d'expérience pour écrire et tout ça. Non, je suppose que quand même dans les lettres, peut-être si on écrit au duc de ou le comte de, c'est une lettre plus formelle, mais peut-être si elle écrit à son fils ou son père, ou que le registre est différent et qu'on peut peut-être appliquer quelque chose. Qui a expliqué très bien la différence entre évidence orale et évidence écrite est Paul Suntor. Pourquoi? Parce que normalement, les historiens de la littérature, par exemple, médiévale, ils font la recherche sur les chansons comme si c'était une source écrite. C'est possible ça parce qu'ils sont des chansons. La chanson de Roldán, par exemple, c'est une source orale, mon Dieu. Tu peux l'appliquer toute la méthodologie des sources écrites. Tu peux le faire, mais tu le fais mal, non? Tu dois faire la recherche de quelque chose qui est expression orale, même une chanson, non? C'est pour ça que c'est très intéressant tous les travaux de Suntor sur la littérature orale. Mais tous les historiens de la littérature médiévale, ils appliquent la méthode de l'histoire orale. Pas du tout, parce que le positivisme est très totalitaire à l'égard de la méthodologie, très totalitaire. Hein. C'est la dictature des sources écrites, qui sont très importantes. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Que nous pouvons trouver la oralité dans certains types de sources écrites. Ils sont très importantes. C'est pour ça que sous les pavés, il y a la place, non? Quelqu'un d'autre? J'avais une petite question moi-même. C'était comment avez-vous distillé les formules et les mots des greffiers et des notaires et comment vous avez séparé des mots des témoins? C'est très facile parce que dans le procès, que c'est comme ça, et c'est clair, la description est parfaite. C'est-à-dire les questionnaires, les tramites, les démarches administratives, et après vient les types qui vont entrevister, faire l'entrevue. Non? Et alors, vient le nom, l'âge, ils vivent là ou là-bas, il connaît à Tavera ou pas, il connaît à Fonseca ou pas, il connaît la situation de cette forteresse ou pas. Et alors, à la première question, le témoin dit. À la deuxième question, le témoin dit. Comme si, en général, à mon idée, les greffiers, ils sont de très bons professionnels. Non? Et vous ne croyez pas qu'un parti de Fonseca ou Tavera ont manipulé les témoins? Non, dans ce cas, la déclaration, c'est très compliqué. C'est comme ça
les procès, c'est comme ça. Mais pourquoi le faire? Parce que chacun peut choisir les témoins qu'il fait. Chaque partie peut. Et alors, normalement, la partie de Fonseca choisit des témoins irmandinos ou eux-mêmes, ou bien irmandinos par son père, ou son grand-père, et tout ça. Parce que Fonseca, il avait beaucoup d'intérêt en démontrer que la révolte était, il disait, irrésistible, c'est-à-dire que personne ne peut le résister. Pour dire que la démolition des forteresses, il à ce moment-là n'était capable de l'empêcher. Et Tavera, tout le contraire, il cherche autour des comtes de Lem, autour de la noblesse, des personnes qui sont proches d'anciens seigneurs, témoins qui disaient quelque chose contre la révolte, c'est-à-dire que ce n'est pas vrai que le roi appuyait aux Irmandinos, ce n'est pas vrai. Et il y a une chose très curieuse, le nom de la Sainte Fraternité. Les favorables ont dit le nom officiel qui vient dans la documentation que nous connaissons. La Sainte Fraternité. Mais le contraire, les personnes près de la noblesse ont dit seulement la fraternité. Il évite dire la Sainte Fraternité. Et alors, c'est pour ça qu'il y a de grandes pressions, non? Même, il y a plus de témoins de Tavera que de témoins de Fonseca. Normalement, la majorité des témoins de Fonseca, ils sont pour la révolte. Mais une partie minoritaire, mais très importante, des témoins de Tavera, ils sont aussi pour la révolte. Presque les juges de Tavera, il a choisi des témoins qu'il pensait qu'ils parleraient très, très mal de la fraternité, mais c'est tout à fait, c'est impossible, parce que la majorité de la population, il avait de bons, il se rappela bien de la révolte, de façon positive, c'est-à-dire que la révolte était bonne, était juste, était nécessaire. La majorité, même une partie très importante des témoins de Tavera. Les pressions existent, bien sûr, mais tu dois faire l'interprétation des données, finalement, non? De tous les données. Y a-t-il d'autres questions? Non? Alors, je propose de finir ici. Merci beaucoup, professeur. Merci à vous attendants de venir et d'écouter. Merci à tous.